Je viens de voir un fantôme. J'étais absolument terrifiée. Quand le vécu de milliers de personnes converge en un seul bâtiment, les lois de l'espace et du temps sont brouillées. Le passé envahit le présent et les peurs se changent en réalité. Les mauvais esprits sont plus susceptibles de se manifester auprès de personnes vulnérables, à un endroit et un moment où leurs défenses sont affaiblies. Par exemple, lorsqu'elles sont isolées en forêt. Tout client de cet hôtel en pleine nature sauvage canadienne a donc toutes les chances d'être la cible d'entités paranormales. Une terrifiante réalité que le nouvel employé Peter Herman s'apprête à découvrir. Comme agent de sécurité, j'avais une ronde précise à faire dans tout l'hôtel. Je devais bien faire 8 km chaque nuit en parcourant les couloirs. Ce n'était pas du tout un choix de carrière. Mais il y avait beaucoup d'avantages. Ça me convenait à l'époque. Pour Peter, c'est l'occasion de prendre un nouveau départ et une question de survie. J'ai eu un atelier d'enseigne durant des années. Il a brûlé en 1985. C'était aussi ma résidence. J'ai tout perdu. Quelqu'un m'a suggéré d'être agent de sécurité en attendant de me reconstruire. Les problèmes de Peter, avant même de travailler à l'hôtel, l'avaient épuisé émotionnellement, ce qui le rendait plus sujet aux rencontres paranormales. Et d'après ceux qui connaissent bien cet hôtel, les apparitions sont chose courante entre ces murs. Il y avait beaucoup d'histoires, toutes sortes de rumeurs. Blablabla. Sceptique, Peter n'y prête pas attention. Mais si de mauvais esprits hantent l'hôtel, ils flaireront ses faiblesses comme un requin flaire le sang. C'est un très vieil hôtel où il s'est passé beaucoup de choses. Imaginez tous les clients qui sont passés par là, ce qu'ils ont emmené avec eux, et peut-être même ce qu'ils y ont laissé. Les hôtels existent souvent plus longtemps que les autres immeubles, parfois des centaines d'années. Leurs vieilles structures contribuent à leur charme. Mais ces vieilles structures sont plus susceptibles d'accumuler des traumatismes humains et par le fait même d'être hantées. J'arpentais les couloirs. Je faisais mon travail, rien d'exceptionnel jusque-là. Et puis, j'ai entendu quelque chose. Ressemblant à des pas. À cette heure tardive, possiblement un client dans le besoin. Lorsque les clients signalent un problème, les agents sont les premiers à intervenir. Mais les pas s'arrêtent soudainement et il n'y a personne en vue. J'ai eu un mauvais pressentiment. Il se passait quelque chose d'étrange. Les entités se manifestent souvent par des bruits de pas. Et lorsqu'elles réussissent à se faire remarquer, on observe souvent une intensification de l'activité. J'ai entendu des cris très forts provenant des toilettes des dames en haut de l'escalier. Une employée de l'hôtel est sortie en trombe des toilettes. Elle était terrifiée. Pendant qu'elle était dans une cabine,
Elle a entendu quelqu'un entrer. Puis, elle a vu quelqu'un passer devant sa cabine. Il n'y avait personne dans le couloir. Personne n'était sorti des toilettes. J'étais sûr qu'il y avait toujours quelqu'un. J'ai tout de suite cru qu'un prédateur l'avait suivi jusque dans les toilettes des dames. J'étais de plus en plus mal à l'aise. J'en avais les poils dressés sur les bras. Et des frissons jusqu'aux os. Je sentais une présence très malsaine. J'étais de plus en plus appréhensif en poussant une porte et puis une autre. Quand j'ai vu que toutes les cabines étaient vides et réalisé que personne n'était sorti de là, j'ai vraiment eu la trouille. Une vraie peur. On savait tous les deux qu'on n'était pas seuls. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose qu'on ne peut pas le sentir. Sentir l'émotion et la négativité de cette entité. Toute cette énergie négative ne fait qu'alimenter le stress de Peter, ce qui le rend encore plus attrayant aux yeux de l'entité qui hante les couloirs. Après ce soir-là, chaque jour au travail, je redoublais de vigilance pour remarquer la moindre anomalie. Toutes les formes de stress contribuent à nous affaiblir. Et pour les esprits et les entités, une personne vulnérable est comme un phare dans la nuit. Elle attire l'attention. Je faisais la même ronde toutes les nuits. Et il se passait quelque chose d'étrange dès que je passais à cet endroit. Yeah, hey Peter. We're getting an emergency distress call from one of the rooms on the second floor. Yeah, I'm on top. Un collègue m'a appelé et m'a demandé d'intervenir dans une chambre. Je me suis dit, quoi encore? Il veille sur toute une population. Pour assurer la sécurité, il faut constamment s'adapter. Faites une incursion dans le quotidien des agents de sécurité. Montréal sous surveillance. Jeudi 19h30 à Canal D. Une femme est à l'agonie, sans raison médicale apparente. Son mari m'a ouvert. Elle était au lit. Le couple devait avoir fin 70, début 80. Elle était au lit, complètement paniquée. J'ai senti quelque chose, une sensation de froid. Elle a regardé droit devant elle. J'ai eu la peur de ma vie. Elle était terrifiée, et pas seulement à l'idée de mourir. Elle a vu quelque chose dans la chambre. J'en suis sûr. Ce genre de rencontre n'est pas sans risque. Lorsqu'une entité négative entre physiquement en contact avec nous, le risque de conséquences graves est extrêmement élevé.
J'ai cru, à un moment, qu'elle allait nous quitter. Elle a regardé droit au plafond avec un regard de pure terreur. I don't see anything, ma'am. I don't see anything. What is it? Sam, are you okay? À l'approche de la mort, ce qu'on appelle le voile est très mince. Le voile qui nous sépare de l'autre monde, du monde des morts. Les esprits et les entités peuvent donc se manifester à nous de façon très nette. Toutes les apparitions sont reliées à la mort, car c'est toujours la mort qui engendre l'activité paranormale. Il n'y a pas de fantôme sans mort. Les ambulanciers arrivent sur place. Ils ont transporté la dame à l'hôpital et je n'ai jamais su la suite. J'ignore si elle a survécu. En raison de sa situation financière, Peter ne peut quitter son emploi. Je suis resté par nécessité. Je devais travailler. Mais le travail est rapidement devenu invivable. À chaque nouveau quart de travail dans l'hôtel isolé, Peter se sent de plus en plus affaibli et impuissant devant les sombres entités qui hantent les murs. Il patrouille désormais rarement seul. Cette nuit-là, aux environs de minuit, peut-être 1h du matin, je formais un nouvel agent de sécurité à l'hôtel. J'étais là depuis 20 secondes à peine, et c'est comme si j'avais été dehors, dans la neige, depuis 5 minutes. Les zones froides sont des phénomènes fréquemment rapportés dans les lieux hantés. D'après moi, c'est que les entités soutirent de telles quantités d'énergie aux vivants que cela se ressent par une abrupte baisse de température. Mais la température est le dernier souci de Peter. J'avais un très mauvais pressentiment. Quand je me suis retourné, j'ai vu que toutes les chaises sur notre chemin avaient bougé, avaient été déplacées. Je ressentais tant d'émotions différentes. La stupeur, l'horreur, la panique, la peur. Tout ce qu'on essaie d'éviter. C'était un avertissement, un sérieux avertissement. L'énergie nécessaire pour déplacer toutes ces chaises en un clin d'œil, je le comprends d'avoir eu peur. C'était impossible en si peu de temps prendre toutes ces chaises et les empiler aussi parfaitement, aussi précisément. Une énergie qui prend pour cible l'agent de sécurité épuisé. Je savais très bien ce que c'était, mais je ne voulais pas le dire, car c'était complètement fou. Notre expérience avec le monde paranormal montre qu'un fantôme en cache souvent un autre. Et les hôtels en particulier attirent les entités comme des aimants. Peter était en terrain très glissant et la situation ne pouvait que s'aggraver. Quelques jours plus tard, un nouvel incident dépasse les limites de l'entendement. Au 2e étage, près de l'escalier impérial, pendant que j'étais dans le couloir, j'ai entendu de violents, très violents coups et des cris dans l'escalier.
perçoit alors une silhouette visiblement d'un autre monde. Une jeune femme, dans la fin vingtaine, portant une robe d'été. Pas n'importe quelle robe, une robe des années 50 ou 60, comme sur les photos de ma mère quand elle était jeune. En la croisant, j'ai eu une sensation de grand froid, de froid glacial. Je me suis retourné, plus rien. Je venais de la voir. Elle n'était plus là. Le fait de voir quelque chose aussi clairement que vous et moi, qui disparaît en un clin d'œil, c'est terrifiant. Peter sent que le spectre veut quelque chose de lui. Cette femme voulait me dire quelque chose. Mais pourquoi lui? Et dans quel but? Je ne me suis pas du tout senti menacé. À aucun moment. Même si elle voulait me faire peur. Mais après toutes ces années, je préfère ne pas y penser si possible. Peter découvre pourquoi l'entité s'est manifestée à lui. Ils ont une tragédie en commun. C'était un vieil hôtel superbe qui avait déjà brûlé. On croit que cette femme est morte dans un incendie. Elle était prisonnière de ce lieu à cause du traumatisme et de sa mort violente. La maison de Peter avait brûlé. Il semble donc parfaitement naturel qu'ils aient été réunis par ce traumatisme qu'ils avaient en commun. Il est fort possible que Peter ait été attiré dans cet hôtel par le destin, en raison de leur passé commun. Il avait surmonté un drame, et cette entité prisonnière de l'hôtel qui avait un vécu similaire est entrée en contact avec lui depuis un autre espace-temps. Avant, je ne croyais pas en l'au-delà. Mais maintenant, je n'ai plus de doute. J'y crois. Il y a quelque chose après la mort. Il y a de bons et de mauvais esprits. Et ils sont partout. Le passé traumatisant de Peter Herman en a fait une cible naturelle. Mais notre bagage émotif n'est pas le seul facteur de risque. Le simple fait de s'aventurer loin de chez soi et de sa zone de confort en est un autre. Cet automne, ça se passe sur le terrain. Arrêt au décollage. On plonge dans le feu de l'action et on creuse sans relâche. L'œil de la sécurité ne se ferme jamais. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? Préparez-vous à un automne tout en intensité. Canal D, tout découvrir. La Transylvanie, dans la chaîne des Carpates en Roumanie, est un de ces endroits reculés, réputé depuis longtemps pour ses sinistres légendes et superstitions. Au cœur de la région se trouve la ville de Cluj-Napoca, où deux voyageuses canadiennes, Michelle Desrochers et Melissa McLennan, s'installent dans un hôtel ultramoderne. L'hôtel était presque neuf. Il était invitant, magnifique, parfait pour ce séjour. Fascinés depuis toujours par le monde paranormal, Michelle et Melissa sont venus explorer une des légendes les plus sinistrement célèbres de la région. On était là spécialement pour visiter la forêt de Oyabachu, supposément une des plus hantées
du monde entier. Juste à l'ouest de Cluj, la forêt de Oiabaciu, qui couvre environ 3 km², est surnommée le triangle des Bermudes de la Roumanie. C'est un endroit où plusieurs spectres ont été aperçus entre les arbres, où des gens sont allés sans jamais en revenir. Tous ceux qui visitent cette forêt reviennent changés, pas toujours pour le mieux. En prévision de leur aventure, les deux femmes se sont munies de divers appareils pour enregistrer et mesurer l'activité de Oiabaciu. J'ai vécu toutes sortes d'expériences tout au long de ma vie. J'ai toujours cru au monde paranormal. On voulait y aller et voir par nous-mêmes si toutes ces histoires qu'on avait entendues étaient vraies. Elles atteignent la forêt de Oiabaciu après le coucher du soleil et elles s'enfoncent dans un monde inconnu et menaçant. En tant qu'enquêteuse chevronnée, Michelle croit arriver en plein au bon moment. L'idée était d'y aller la nuit, à cause de toutes les histoires circulant au sujet des apparitions. Il y avait des rumeurs de disparition. Tout était possible. Je crois vraiment que cette forêt est une sorte de portail, un trou dans la membrane entre le monde des esprits et le nôtre. Pour accroître leurs chances d'une rencontre avec l'inconnu, elles coordonnent leur visite avec la pleine lune. C'était la nuit de la superlune de 2013. Les phases lunaires semblent avoir un lien direct avec l'activité paranormale. Plus la lune est pleine, plus elle semble alimenter l'énergie des entités paranormales. Dans la sinistre forêt, les deux femmes sont rapidement prises pour cible. Une présence se manifeste dans la forêt. En observant tout autour, on a vu un homme qui nous regardait d'une façon très singulière. Quelque chose à propos de cet endroit défie la logique. J'étais vraiment de plus en plus craintive. Et ma crainte s'est rapidement changée en effroi. J'ai d'abord cru que c'était un fantôme. C'était une ombre opaque, ayant une forme humaine. C'était clairement un avertissement. Ces hauts lieux d'activité paranormale sont gardés par des entités. Je crois qu'elles ont rencontré l'une d'entre elles. Après un avertissement, le spectre disparaît. J'ai demandé à Michelle si elle l'avait vu. Elle a acquiescé et elle s'est approchée. Il n'y avait rien ni personne. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre. C'était déstabilisant. En mettant Melissa et Michelle sur leur garde, l'entité décuple leur vulnérabilité tandis qu'elles s'enfoncent au cœur de la forêt. Le point chaud de la forêt de Oiabaciu est sans doute la clairière, au centre de la forêt, qui semble à l'origine de toute l'activité paranormale. Dans la clairière, les deux visiteuses entendent un autre son troublant. On a entendu un bourdonnement, une sorte de fredonnement très particulier. Les esprits nécessitent très peu d'énergie pour se manifester en émettant des sons. C'est pourquoi souvent on ne les voit pas. On ne les sent pas non plus, mais on les entend. On était au sommet d'une montagne. Rien ne permettait d'expliquer ce qu'on avait entendu. Le son les mène plus loin, où quelque chose capte l'attention de Melissa. J'ai aperçu des petites pierres polies au sol et j'ai cru qu'elles feraient un excellent souvenir.
Est-ce un piège? J'ai senti une présence menaçante. J'ai eu très peur. On s'est senti observé. On n'était pas seuls. On a entendu quelque chose derrière nous, un bruissement dans les feuilles. D'après le grognement, c'était malveillant. Il voulait nous montrer ses gros muscles, si on veut. Il nous restait encore des pistes à exploiter. J'ai des informations que j'ai jamais pu dire à la police. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Mon père il est responsable de quelque chose à quelque part. Sur les traces d'un tueur en série, le 23 septembre 20h, à Canal D. Pour savoir ce qui les menace, elles s'en remettent à leur équipement. On a allumé notre détecteur de fantômes. Michelle et Melissa avaient ce qu'on appelle un détecteur de fantômes. C'est un dispositif radio qui scanne les signaux en continu, mais qui ne s'arrête sur aucune fréquence en particulier. Les esprits peuvent ainsi se servir des mots qui sont diffusés sur les différentes fréquences pour communiquer. Le détecteur a dit de partir, de courir. Quelque chose nous a dit de partir. J'entendais des pas derrière moi, mais je ne voyais personne en me retournant. On l'entendait dans les feuilles, tout au long du sentier. Il était carrément à nos trousses. 2 yeux rouges nous pourchassaient dans la forêt. Cette chose n'était visiblement pas humaine ni animale. Je suis certaine qu'on aurait été en danger si on était resté plus longtemps. Mon cœur s'est emballé. Je sentais un mélange d'anxiété et d'adrénaline. Il fallait garder notre calme, sinon on n'avait aucune chance. C'était une entité non seulement très forte, mais qui semblait aussi mal intentionnée. C'était un avertissement clair qu'elles étaient en danger. Fuyant l'inconnu, elles se réfugient en sécurité dans leur hôtel. Mais sont-elles vraiment à l'abri du danger? Entendait-on les bruits de pas? Oui. Si on entendait la voix du détecteur de fantômes? Oui. Cette chose nous avait suivis. Seules et vulnérables dans leur chambre, les 2 femmes sont à risque. J'étais certaine que tout s'arrêterait en quittant la forêt. Mais ça n'a pas été le cas. Elle m'a demandé si je croyais que l'entité de la forêt nous avait suivis. Et j'ai répondu que oui, c'était très possible. Nos actions étaient revenues nous hanter. Cette chose nous avait suivis. Peut-être seulement parce qu'on avait envahi son espace, alors elle envahissait maintenant le nôtre. Malgré la peur, elles sont déterminées à filmer ce qui les a traquées jusque-là. J'ai installé la caméra sans savoir ce qui allait se passer. Elles captent alors quelque chose d'invisible à l'œil nu. La caméra essayait sans arrêt de faire la mise au point sur quelque chose. On a entendu des pas dans la chambre. On a regardé partout, mais on n'a rien vu. La menace se rapproche de ses proies affaiblies. Et tout à coup, les bruits de pas qu'on entendait ont cessé. Épuisées, les 2 amies réalisent qu'elles l'ont échappé belle.
On a visité la forêt en quête d'une expérience paranormale et on en a eu pour notre argent. Après cette nuit-là, on a quitté la ville de Cluj au petit matin. Mais lorsqu'on ouvre la porte aux démons, on ne sait jamais quand ils la franchiront. Deux mois plus tard environ, j'ai reçu un appel. La manipulation téléphonique est un des moyens de communication préférés des esprits. Il n'est pas rare qu'on reçoive des appels de voix de l'au-delà, de personnes décédées il y a longtemps. C'est une façon pour elles de contacter les vivants. C'était la voix de la forêt. J'ai tout de suite fait 1+1. Elle voulait me prévenir qu'elle m'avait suivi jusque-là. Certaines entités s'attachent aux vivants et leur collent à la peau. Même à l'autre bout du monde, on ne s'en débarrasse pas si facilement. J'étais terrifiée à l'idée qu'une entité de la forêt la plus hantée du monde m'ait suivie jusque chez moi. Se sentant gravement menacée par l'esprit prédateur, Melissa contacte Michel. Elle croyait que cette chose l'avait suivie. Elle m'a dit que le grognement était le même qu'on avait entendu dans cette forêt roumaine. J'ai compris qu'on avait un sérieux problème. Elle m'a demandé si j'avais ramené quoi que ce soit de la forêt. Comme de fait, j'avais rapporté une pierre. La pierre sert d'ancrage à l'esprit et lui permet de suivre Melissa jusque chez elle. Beaucoup de visiteurs sont tentés de ramener des souvenirs des lieux hantés où ils ont vécu une expérience marquante pour en garder quelque chose avec eux. L'ennui, c'est que les objets provenant des lieux hantés risquent de transporter certaines entités avec eux. Elle m'a dit de couvrir la pierre pour éviter qu'elle attire quoi que ce soit. Mais cacher le souvenir ne suffit pas. Melissa s'en remet à un rituel ancien en brûlant de la sauge pour éloigner le mauvais esprit de chez elle. Il y a plusieurs façons de combattre les entités négatives, notamment en purifiant le lieu hanté, par exemple avec de la sauge, qui a le pouvoir d'éloigner certaines énergies. Ce qui s'est manifesté dans cette forêt avait une longue portée. Il en a donné plus que le client demandait. Melissa parvient à chasser l'esprit malveillant de chez elle. Mais la sauge le tiendra-t-elle à l'écart pour de bon? Je crois que ce qu'elles ont ramené de la forêt aura toujours la capacité de les atteindre à sa guise. Une fois qu'on a ouvert la porte et créé le contact, on ne coupe pas les ponts si facilement. L'aventure de Michel et Melissa au cœur de cette forêt éloignée et inconnue, loin de la sécurité de leur foyer, les a exposés à l'attachement d'une sombre entité. En satisfaisant leur curiosité, elles ont sous-estimé le pouvoir d'anciens esprits malveillants. Je redouble maintenant de prudence dans mes rapports avec le monde occulte. Je le respecte et je ne dépasse pas les limites. Ces esprits sont plus forts que nous. Melissa a eu sa leçon. Mais l'esprit de la forêt lui pardonnera-t-il cette intrusion? Je reçois encore parfois des appels. Derrière chaque énigme, derrière chaque découverte, derrière chaque phénomène naturel, l'ouragan moyen a une puissance équivalente à celle de 10 000 bombes nucléaires. Des hommes et des femmes analysent, explorent, étudient et consacrent leur vie. On vise aujourd'hui de 10 à 20 minutes d'avance pour une alerte de tornade. À sauver celle des autres. C'est une opération urgente, il faut qu'on la fasse. Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. Les mauvais esprits se nourrissent de la vulnérabilité, de la souffrance et de la peur. Mais aucun état d'esprit humain ne les attire plus intensément que le deuil. Une émotion brute capable de changer quiconque en victime potentielle du monde paranormal. En
voici la preuve. Dans le nord du Luxembourg, où les châteaux médiévaux et les somptueux paysages attirent des touristes de partout dans le monde. Ces luxueux hôtels sont parfaits pour échapper aux problèmes du quotidien, ne serait-ce que temporairement. Mais dans cet établissement 4 étoiles, Lynn Slim apprend que même à des lieues de chez soi, on ne se défait jamais vraiment de nos pires afflictions. J'étais dans une très mauvaise passe. J'avais perdu mon mari 3 semaines à peine avant d'entreprendre ce voyage. Ma meilleure amie ne voulait pas me laisser seule et tous nos amis allaient en vacances. Toujours endeuillée, Lynn n'est pas chaude à l'idée d'entreprendre ce voyage. Au début, j'étais réticente, car mon monde venait de s'écrouler. Je voulais seulement rester chez moi. Mais mon ami ne voulait rien entendre. En s'enregistrant, elles sont frappées par l'apparence singulière du commis. Il était très livide. Il avait les traits durs. Il était terrifiant. C'était sinistre dès le départ. On aurait dû renoncer et faire demi-tour. Mais on n'avait pas le choix. On n'avait presque plus d'essence. Alors on y restait pour la nuit. Lorsqu'elle entre dans sa chambre au crépuscule, Lynn sent un courant d'air lui glacer le sang. Il faisait froid. La chambre était glaciale, même si c'était à la mi-août. C'était une vraie chambre froide. Les gens rapportent souvent une baisse de température lorsqu'ils sont exposés à une activité surnaturelle. Plus la température change, plus l'entité présente est menaçante. Lynn n'en est pas à sa première expérience. J'ai toujours cru aux esprits. La mère de ma meilleure amie était médium et elle dirigeait l'église spiritualiste locale. Pour moi, c'était normal. Les esprits existent. Lynn et ses amis marchent vers un restaurant du coin pour s'immerger dans l'ambiance. En route, les rues sont étonnamment désertes. Bizarrement, quand on est arrivé en ville, il n'y avait personne dans les rues. Pas même un chien qui jappe. On aurait dit une ville fantôme. Mais au restaurant, il y avait beaucoup de vie. C'est donc là que se cachait tout le monde. On a bien mangé, puis on est rentré à l'hôtel. Lorsque Lynn s'installe pour la nuit, ses pensées se tournent vers son défunt mari adoré. Je ne dormais pas très bien à l'époque. La lecture m'aidait à relaxer et à m'endormir. Je me suis installée au lit et l'ampoule s'est mise à scintiller. Puis plus rien. Alors j'ai continué à lire. La lampe semble défectueuse. Je me suis étirée, croyant que l'ampoule était un peu dévissée. Je l'ai éteinte, vissée, puis rallumée. Lynn croit d'abord à une coïncidence, mais le doute s'installe après 3 scintillements. La 3e fois, j'ai compris. Un esprit tentait peut-être de communiquer. J'ai d'abord cru que c'était mon mari pour me dire qu'il était là, qu'il voyageait avec moi. Un message qui pourrait aussi bien être une mise en garde.
J'ai entendu un fracas dans la salle de bain qui m'a fait sursauter. C'était le silence complet, pas un son, puis soudain, crac. Ce n'était pas mon mari. Il ne m'aurait pas fait peur comme ça. Je suis passée d'une explication rassurante à une autre beaucoup plus terrifiante. Si son interlocuteur invisible n'est pas son mari, alors qui est-ce? Peut-être qu'un esprit tentait de communiquer, ou encore de m'intimider. Un esprit qui a flairé son deuil. J'étais absolument terrifiée. Je me sentais menacée, agitée. Pas à cause de la glace brisée, mais de la violence avec laquelle elle avait éclaté. C'était un geste délibéré. Les démons feront tout ce qu'ils peuvent pour vous instiller un sentiment de peur, car ils s'abreuvent de l'énergie dégagée par la peur. La porte était fermée, les fenêtres aussi, mais une brise glaciale soufflait dans la pièce. J'en ai vite conclu que c'était une présence malveillante. Plus la peur et l'émotion envahissent Lynn, plus son assaillant se délecte. Je me sentais menacée. Je ne voyais rien, mais je sentais une présence dans la chambre. Une présence qui voulait me terrifier. Puis j'ai entendu un grognement sur le côté gauche du lit. Je me sentais piégée dans ma chambre. Les entités poussent des grognements, car on associe ce type de son au danger. Entendre un grognement déclenche inévitablement la peur, qui sert de carburant à cette entité. Je l'entendais tout près de mon oreille. L'entité qui était dans ma chambre était démoniaque. Lynn fonce vers le balcon. Mais autre chose l'y attend. J'ai vu un tourbillon de brume. Un brouillard qui tourbillonnait dans la nuit. Je crois que l'entité démoniaque a créé cette brume pour générer le plus de peur possible. Au lieu de se manifester brièvement, l'activité s'est intensifiée et elle a attaqué tous les sens à la fois. Je crois que c'était une entité très puissante, en liberté depuis très longtemps. Je suffoquais. Je n'avais jamais rencontré d'entité malveillante avant. Elle était prête à tout pour me terroriser. Pour lui échapper, Lynn doit surmonter la peur qui l'affaiblit et retrouver son calme. Quand j'ai compris que c'était un esprit maléfique, je me suis réfugiée dans les mots les plus réconfortants qui me sont spontanément venus à l'esprit. Et je me suis mise à réciter le Notre Père. J'étais complètement paniquée et terrifiée. Mais dès que j'ai commencé à prier, la pression dans la pièce a baissé. J'ai récité le Notre Père encore, encore et encore. J'avais hâte que la lumière du jour pénètre enfin dans ma chambre. Lorsque le jour se lève enfin, la nuit de Lynn lui a ouvert les yeux sur une autre réalité. Il serait naïf de croire qu'il n'y a que du bon dans ce monde.
On m'a toujours montré la lumière, le bon côté, mais mon expérience m'a prouvé qu'il y avait un côté sombre. Et l'un ne va pas sans l'autre. Si j'avais su ce qui m'attendait alors, je serais partie. J'aurais fait demi-tour et j'aurais dormi ailleurs ce soir-là. En partant, j'ai voulu discuter avec ce drôle de type, mais il a refusé de converser avec nous. Il a fait mine de ne pas comprendre, de ne pas savoir. Mais je crois qu'il comprenait, il savait très bien ce qui se passait dans l'hôtel.